Ok, bonsoir à tous. Donc, je suis Matteo Ciccotti, professeur de l'SPCI, et je vous donne la bienvenue à cette conférence expérimentale en direct du labo. On se trouve au laboratoire à Gulliver de l'SPCI, où on verra donc une conférence sur la robotique de l'apprentissage de petits robots à naissance. Et c'est donc un sujet qui naît de la rencontre entre les laboratoires à Gulliver de l'SPCI, où on a ici Olivier Dauchot, donc physicien de systèmes complexes. Bonsoir. Voilà, et Paul Baconnier, qui fait une thèse à les laboratoires. Et on a aussi Nicolas Bredèche, qui est professeur en informatique et robotique à l'ISIR de Sorbonne Université. Et Jérémy Fersula, doctorant avec Nicolas. Et voilà, qui donc vont nous montrer une série d'expériences sur l'apprentissage. Et je leur laisse la parole avec impatience. Bonsoir à tous. Donc, je vais commencer par vous montrer quelques slides. Donc, le titre exact de la conférence, c'est Robotique en essaim, le lien entre émergence et apprentissage. Donc, robotique en essaim, vous imaginez bien des essaims de robots à qui on va essayer de faire des tas de choses. L'apprentissage, c'est ce que nous faisons tous depuis la maternelle, mais l'émergence, c'est peut-être un mot un peu plus flou, moins clair pour tous. Et donc, on va essayer de l'introduire un petit peu. Alors, je vais donc partager mon écran. Voilà. Et voilà. Partager. Très bien. Alors, j'espère que vous voyez tous les slides. On a un check-up quelque part. Alors, qu'est-ce que c'est que l'émergence? Alors, avant ça, je voudrais d'abord resituer un petit peu les choses. Dans le contexte de la physique contemporaine, vous qui vous intéressez donc à la physique, si vous êtes parmi nous ce soir, vous avez certainement entendu parler des ondes gravitationnelles, de tas de choses qui concernent l'astrophysique, et c'est le monde de l'infiniment grand. Et vous avez peut-être aussi entendu parler des atomes froids qui ont fait l'objet du Nobel en 2012, et c'est vraiment le monde de l'infiniment petit. Alors, ce dont on va vous parler ce soir ne concerne ni le monde de l'infiniment grand, ni le monde de l'infiniment petit, et pour autant a fait l'objet du prix Nobel de physique de cette année, qui a été décerné à Giorgio Parisi pour ses travaux sur les fluctuations et le désordre et leurs implications dans le monde qui nous entoure, des petites échelles aux échelles de l'univers. Alors, de quoi s'agit-il et quelle est cette nouvelle, cette physique qui n'est ni l'infiniment grand ni l'infiniment petit? C'est ce qu'on appelle chez nous la physique de l'infiniment complexe. Et cette physique, c'est la physique de l'organisation et de la dynamique dans notre quotidien, en fait. Sur cette slide, vous voyez des tas d'objets que vous auriez pu ramasser vous-même. Pommes de pin, coquillages, escargots, feuilles d'arbres, petits cristaux de neige, alors peut-être un peu plus compliqué, éléments de ruches d'abeilles, où vous auriez pu observer les nuages et puis les nuées des tourneaux, les nuées d'oiseaux. Et vous voyez que dans tous ces objets que vous pouvez avoir autour de vous, qui font notre émerveillement quotidien, il y a une structure, c'est pas totalement désordonné. Vous voyez, ces nids d'abeilles sont parfaitement hexagonaux. Vous voyez sur cette coquille de coquillage, ces motifs triangulaires qui se répètent à l'infini, mais pas de façon totalement régulière, mais pas de façon totalement désordonnée non plus. Et ben, c'est cette physique des fluctuations, du désordre, qui préside à notre environnement quotidien que nous essayons de comprendre. Et cette physique concerne donc la structure, l'organisation, mais aussi la dynamique. Vous voyez ces nuages là qu'on voit au-dessus des sommets alpins avec ces motifs périodiques qui passent en forme de croissant, qui eux aussi ont cette régularité, d'où vient-elle, qui est-elle, etc. Alors, ce qu'on sait en physique, c'est qu'à l'origine de toute chose dans la matière se trouvent les atomes. Les atomes, les molécules, et fait remarquable, c'est que le XXe siècle et les progrès technologiques du XXe siècle ont fait que les atomes, aujourd'hui, on peut les voir. Si vous regardez la figure de gauche de ces transparents, vous voyez réellement des atomes et les empilements d'atomes de quelques couches d'atomes d'or. On peut aussi même voir les molécules. Vous voyez au centre quelques molécules de carbone, d'hydrogène qui forment quelques atomes de carbone, d'hydrogène qui forment une petite molécule complexe. Et puis à droite, vous avez plutôt une représentation d'artiste d'une grosse protéine qui est déjà une molécule beaucoup plus compliquée.
Et toutes ces petites briques élémentaires s'assemblent pour former les magnifiques formes qui nous entourent et que je vous ai présentées sur la première slide. Alors, il y a quand même une grande question et un grand mystère, c'est qu'à la gauche de cette slide, vous avez les briques élémentaires. Et la taille de ces briques élémentaires, c'est typiquement 1 nanomètre, 10 nanomètres. Alors, il faut se rendre compte, qu'est-ce que ça veut dire 1 nanomètre, 10 nanomètres? Mais si vous prenez un cheveu, là, ici, et que vous mesurez son épaisseur, l'épaisseur d'un cheveu, si vous voulez savoir ce que c'est 10 nanomètres, il faut la diviser par 100 et encore une fois par 100. Donc, ça commence à vraiment devenir quelque chose de très, très, très petit. Un feu, c'est déjà pas large. Donc, vous le divisez par 100, encore une fois par 100. Là, vous avez à peu près 10 nanomètres, la taille d'une molécule de taille raisonnable. Et de l'autre côté, on a ces objets qu'on observe dans la nature qui sont centimétriques, métriques, comme cette grande fougère là que vous voyez sur la droite. Et donc, combien est-ce qu'il faut de petits objets de quelques dizaines de nanomètres pour assembler la grande fougère de droite? Il en faut beaucoup. Alors, on vous dit souvent, il en faut beaucoup, il en faut énormément, mais c'est combien beaucoup? Alors, on parle souvent du nombre d'Avogadro. Le nombre d'Avogadro, c'est 10 puissance 23. Mais ça dit rien à personne. C'est des milliards de milliards. C'est beaucoup plus que tous les PIB dont on peut parler aux journaux télévisés tous les jours. Donc, il faut, pour se faire une petite idée de ce que ça représente, vous prenez le nombre d'habitants sur Terre, à peu près 10 milliards. Ensuite, vous prenez autant de Terre qu'il y a d'habitants sur Terre. Donc, vous faites une galaxie de 10 milliards de Terre. Ça fait une bonne grosse galaxie. Mais ça, ce n'est pas encore tout à fait suffisant. Vous prenez 1 millier de ces galaxies-là, et après, vous prenez tous les habitants de mon millier de galaxies de 10 milliards de Terre, peuplées chacune de 10 milliards d'habitants. Et là, vous avez à peu près le nombre de molécules qu'il y a dans une goutte d'eau. Donc, vous voyez, il y a vraiment énormément de monde dans une petite goutte d'eau. Et pourtant, vous avez tous fait l'expérience de prendre un petit peu d'eau, de le mettre dans votre bac à glaçons, de mettre ça au frigo, et très rapidement, en quelques minutes, le système va se figer, va se geler, et le système va s'organiser, cristalliser, et toutes les petites molécules d'eau vont être rangées sur un cristal périodique parfaitement régulier, sans qu'elles aient de chef d'armée, d'organisateur principal, etc. Donc, autant d'habitants que ce que je vous ai décrit, là, se rangent et s'organisent de façon spontanée. C'est ça qu'on appelle l'émergence. C'est cette capacité à former des structures ordonnées, avec peut-être très, très, très grand nombre d'objets de façon spontanée. Alors, avoir compris ça et avoir compris les mécanismes sous-jacents à cette organisation, c'est ce qui a permis la plupart des grands progrès technologiques du XXe siècle, que ce soit les semi-conducteurs, que ce soit les écrans à cristaux liquides, que ce soit la physique des matériaux qui nous permettent aujourd'hui de construire des gratte-ciel d'une hauteur vertigineuse. C'est vraiment cette compréhension de l'organisation de la structure de la matière. Et donc, c'est cette flèche de l'émergence qui a vraiment piloté toute la physique du XXe siècle, on va dire. Alors, pour autant, on se rend bien compte quand même que dans les objets qui nous entourent, il n'y a pas que de l'émergence. Et si je prends les exemples suivants, eh bien, on sait que on a aussi inventé au XXe siècle les ordinateurs. Et les ordinateurs, au début, c'était ces grosses machines-là que vous voyez sur la gauche de la slide. Puis après, ça s'est miniaturisé. Vous voyez ici une carte avec des microprocesseurs, des mémoires. C'est ce que vous avez tous dans votre téléphone portable ou l'ordinateur que vous utilisez actuellement. Et c'est assez clair que quand on assemble ces objets et quand on fabrique, par exemple, des voitures, comme vous voyez sur la troisième image, on utilise ce qu'on appelle des robots. Et ces robots, ils sont programmés pour assembler des voitures. Les voitures, elles n'émergent pas. On ne secoue pas les pièces de la voiture dans une boîte jusqu'à ce que la voiture se construise spontanément. Ça, c'est assez difficile de faire que de convaincre un industriel que c'est comme ça qu'il va construire des voitures. Je pense qu'il aurait raison. Et donc là, on utilise des robots qui sont programmés pour assembler la voiture. C'est assez clair aussi que Curiosity, qui est parti se promener sur Mars, ne s'est pas posé par un phénomène d'émergence. Il aurait fallu attendre probablement très très longtemps pour que cela arrive. Et donc, il y a la programmation. Et donc, on peut se poser la question de quand est-ce qu'il est utile de programmer, quand est-ce que les choses émergent, qu'est-ce que c'est vraiment l'un et l'autre, comment est-ce qu'on peut éventuellement allier ces deux forces pour faire des choses. Et en particulier, sur l'image de gauche, là dans la slide, vous voyez une maison construite par des termites. Alors, les termites sont des êtres qui ont déjà un petit peu de capacité cognitive, sensorielle, et donc ils sont capables d'apprendre des choses. Et donc, ils construisent quelque chose qui est vertigineusement grand par rapport à eux. Cette maison fait plusieurs mètres de haut. Le termite lui-même, il fait quelques millimètres. Et on peut se poser la question, finalement, dans cette construction, quelle est la part qui résulte d'un phénomène émergent?
comme ma cristallisation de tout à l'heure, et quelle est la part qui résulte d'une programmation des termites par la sélection naturelle notamment. Voilà, et donc c'est cette question-là qu'on veut discuter avec vous ce soir. Et on va la discuter dans un cadre un peu particulier, qui est le cadre des mouvements collectifs. Vous voyez sur la vidéo du haut, ce que vous voyez, c'est des oiseaux qui forment un ballet assez spectaculaire qu'on peut observer au-dessus de nos champs à la tombée du jour en général. Et ce que vous voyez sur la vidéo du bas, c'est des petits robots qui construisent une maison. Ils se prennent pour des termites là, et donc ils sont en train d'assembler leur maison. Et donc on comprend bien qu'en bas, il y a de la programmation. On peut se poser la question de en haut, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a une programmation? Est-ce que c'est purement émergent? Est-ce que les robots du bas exploitent des propriétés d'émergence ou pas? Et s'ils en exploitaient, est-ce qu'ils seraient plus compétents? Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'on va discuter. Alors, pour ce faire, je vais vous introduire les acteurs de la pièce de ce soir. Donc, en dehors des 4 personnes qui vous ont été présentées au début, nous aurons par ordre d'entrée sur scène, alors d'abord, les petits disques autopropulsés. Alors, qu'est-ce que c'est que les petits disques autopropulsés? Où sont passés les petits disques autopropulsés? Alors, je vous introduis ça tout de suite. Quand Paul va m'en avoir sorti un. Voilà. Alors, les petits disques autopropulsés, c'est très petit, et donc peut-être que vous ne les verrez pas à l'écran. Je vais essayer quand même de vous le montrer, ou plutôt Fabrice va essayer de vous montrer ça. C'est un petit disque de 4 mm de diamètre. Et si vous le regardez plus comme ça, eh bien, vous verrez qu'il y a une espèce de petite patte en caoutchouc et une petite patte métallique. Et si vous ne le voyez pas bien, eh bien, regardez sur la présentation, vous avez une photo agrandie de ce petit disque. Et alors, ce petit disque, je vais le mettre sur un plateau vibrant que vous allez voir dans quelques instants. Et de par sa forme, du fait qu'il est sur un plateau vibrant, eh bien, il va marcher. Il va marcher, ça veut dire qu'il va créer un mouvement, il va se déplacer dans une direction qui lui est propre, dans une direction qui va de l'avant vers l'arrière, ou de l'arrière vers l'avant, où l'arrière, c'est la patte en caoutchouc et où l'avant, c'est la patte métallique. Et vous avez ici à droite une représentation des trajectoires que font ces petits disques. Alors, c'est très intéressant quand on fait des expériences de toujours avoir une sorte d'expérience témoin qui nous permet d'être certain que ce qu'on observe n'est pas le résultat d'une mauvaise fabrication du système expérimental. Et donc, nous utiliserons aussi ce soir des disques normaux. Ce sont des petits disques qui, eux, ont un contact avec le sol qui est parfaitement symétrique et circulaire. Et eux, quand on les vibre, eh bien, vous voyez, ils font des trajectoires beaucoup plus désordonnées. À gauche, on a des marcheurs assez décidés. À droite, on a plutôt des gens qui ont probablement un peu abusé de la boisson avant d'entrer chez eux. Alors ça, c'est notre premier acteur. Le deuxième acteur, pour la pièce de ce soir, c'est lui. Alors lui, il est plus gros, donc je pense que vous le voyez bien à la caméra. C'est quelque chose qu'on peut acheter sur Internet, ça s'appelle un X-Bug. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de petite pièce en plastique avec des pattes recourbées vers l'arrière, à l'intérieur duquel il y a un petit moteur, un peu comme celui qu'il y a dans les téléphones portables, et une pile. Alors si je l'allume et que je le pose sur un support, eh bien sans surprise, il s'en va. Voilà. Donc, et il faut le rattraper. Donc ça, c'est notre deuxième acteur, le X-Bug. C'est mon marcheur élémentaire, si vous voulez, un peu comme le petit disque. Inconvénient, il est plus gros, il a une batterie, il faut changer la batterie. Donc, c'est pour ça qu'on a plusieurs acteurs, c'est parce qu'ils ont des avantages et des inconvénients d'un point de vue expérimental. Et le troisième acteur, c'est le kilobot. Alors, qui est le kilobot? Le kilobot, il vous sera introduit beaucoup plus en détail plus tard. Mais lui, vous voyez, il a de nouveau 3 pattes. Il a aussi des vibreurs. Si je le mets en marche, c'est un peu comme l'X-Bug, il va se mettre à avancer. Mais la différence, c'est que cette fois, c'est vraiment un petit robot. Il a des senseurs, il a des capteurs, il peut communiquer avec ses voisins. Et donc, cette fois, c'est quelque chose qu'on peut programmer, à la différence des 2 précédents. Et donc, voilà, nous avons nos 3 acteurs. 2 acteurs non programmables, a priori, et un acteur programmable. Très bien. Donc, je cède la parole à Paul qui va vous présenter la première expérience qui concerne donc les mouvements collectifs dans les systèmes de disques vibrés. Merci Olivier. Donc, c'est parti pour les mouvements collectifs dans les systèmes de disques vibrés. Donc, peut-être qu'on peut faire un plan sur le dispositif expérimental ici que je vais essayer de vous détailler. Donc, ici, tout en bas du dispositif, on va avoir un vibreur. C'est un vibreur électromagnétique qui va créer une vibration verticale qui va entraîner la tige que l'on voit ici.
et qui va lui donner un mouvement d'oscillation verticale. Le dispositif ici est posé sur une table optique qui permet d'éviter que les vibrations soient répercutées sur toute la pièce. Et donc, la vibration verticale dont je vous parlais tout à l'heure en bas est transmise à cette partie de notre dispositif et fait vibrer le plateau vibrant qui se trouve ici et sur lequel se trouveront nos grains vibrés. Donc, Olivier vous parlait des grains témoins et des grains actifs. Donc, à gauche de l'expérience, nous avons nos premiers acteurs, les grains actifs qui sont dotés d'un petit moteur et qui se déplaceront dans la direction de leur corps. Et à droite, nous avons ici les grains témoins qui, eux, sont plutôt circulaires, plutôt équivalents dans toutes les directions et qui, eux, ne se propulseront pas. Et donc, on va acquérir des images de ce plateau vibrant grâce à une caméra qui se trouve juste au-dessus de notre dispositif, qui va être difficile de filmer, d'acquérir des images de l'expérience qui se trouve ici. Et donc, c'est parti, nous allons donc lancer l'expérience. Alors, pour ce faire, il va falloir lancer notre système en vibration. Donc, je vais aller sur le contrôle de la vibration. Et donc, dans un premier temps, je pense que la caméra peut filmer le dispositif, puis ensuite, on ira sur la caméra de contrôle qui acquiert les images en même temps. Donc, c'est parti. Attention, quand on lance la vibration, il y a beaucoup de bruit. Donc, ça va être plus visuel qu'auditif à partir de maintenant. C'est parti. Donc, à gauche, vous avez le grain vibré, les grains qui sont dotés d'un moteur, et à droite, ceux qui ne le sont pas. Et normalement, il est assez flagrant. La différence entre les deux systèmes est assez flagrante. Peut-être qu'avec le reflet ici, ce n'était pas évident. Mais les grains qui se trouvent à gauche, notre dispositif, qui ont un moteur, présentent des grands groupes qui marchent tous dans la même direction, qui marchent de concert, en translation ou en rotation. Alors qu'au contraire, à droite, du côté des grains qui sont complètement équivalents dans toutes les directions, qui n'ont pas de moteur, on observe juste que le système est en train de fluctuer, on dit quand on est physicien. Et donc, en fait, chacun des petits grains est en train de danser sur place sans qu'aucune forme d'organisation macroscopique émerge particulièrement. Et donc, peut-être que maintenant, la caméra peut venir sur l'ordinateur. OK, parfait. Et donc ici, on voit en haut notre dispositif avec les grains qui sont motorisés, qui, comme vous le voyez, se déplacent de concert en grands groupes organisés, alors qu'en bas, nous avons juste un système dit passif, dans lequel toutes les particules sont en train de fluctuer autour de leur position. Et donc, on voit ici que la propriété d'avoir un moteur au niveau microscopique, au niveau des composants élémentaires, est primordiale et donne lieu à ce qu'on appelle le mouvement collectif, qui sont donc ces comportements de translation de grands groupes d'individus. Et donc maintenant, la question qu'on va se poser, c'est quels vont être les mécanismes qui permettent à ce système de rentrer en translation à ce genre d'échelle. Et donc, à ce moment-là, je vais passer la parole à Olivier qui va vous expliquer les mécanismes microscopiques. Alors, merci Paul pour cette démonstration parfaitement convaincante. On va essayer de rapidement comprendre. On a compris que ces petits disques marchaient parce qu'on leur avait branché des pattes. Et donc ça, c'est pas trop surprenant. Donc, on a des pattes de nature différente. On les fait vibrer et donc ils marchent. Bon, maintenant, ce sont ces disques qui se collisionnent sans fin. Et donc, pourquoi est-ce que des disques qui se collisionnent en marchant seraient-ils obligés de faire des mouvements collectifs? Pourquoi est-ce qu'ils s'alignent ensemble? Alors, on va essayer de faire un petit dessin pour illustrer ça. Donc, on commence par faire un disque. Alors bon, ce disque, on a vu que si on ne faisait rien d'autre, on le vibre, il fait un mouvement complètement erratique, il ne se passe rien. Donc, on va lui mettre des pattes à l'arrière que je vais schématiser de façon très simple, de la façon suivante. Ça, c'est les pattes à l'arrière, ça, c'est la patte à l'avant. Et ça, en ayant fait ça, on lui a assuré de se déplacer dans une direction qui est, que je vais schématiser par cette petite flèche. C'est la direction que je vais appeler N et qui est donc la direction imposée, dessinée dans le disque. Donc ce disque-là, eh bien comme on l'a vu sur la figure précédente, enfin sur une des figures, eh bien une fois que je le vibre, il avance bon an mal an dans cette direction. Maintenant, que se passe-t-il si, et donc sa vitesse, elle est orientée dans la même direction que la petite flèche. C'est normal, hein, c'est comme une voiture, ça avance dans la direction pour laquelle c'est prévu. Maintenant, ce système, il a quand même une particularité, c'est, imaginons, je vais mettre ici un mur. Ou plutôt, je vais le mettre là, le mur. Ça va être plus facile, ça va m'éviter de redessiner le disque. Je vais faire un mur et donc mon disque arrive et il collisionne le mur. Alors je vais le dessiner là où il collisionne le mur. Voilà, il n'est plus très circulaire, mais vous me suivez.
Et mon disque, il a collisionné le mur, mais ce n'est pas pour autant qu'il a changé d'orientation. Il est toujours comme ça. Mais que se passe-t-il? Donc, il a sa petite flèche N qui est comme ça. Et puis, il collisionne le mur, il rebondit sur le mur, tout comme une balle de tennis ou une balle de ping-pong. Et donc, sa vitesse, après la collision, elle est comme ça plutôt. Ça, c'est sa vitesse. Ça, c'est son orientation. Et là, il y a un problème. Parce que quand j'ai dessiné mon disque au début, j'ai fait bien attention à ce que mon disque soit parfaitement symétrique entre la flèche rouge, j'ai toute la patte arrière, et à gauche de la flèche rouge, je n'ai plus de patte du tout. Enfin, je n'ai plus de patte arrière, je n'ai plus que la patte avant. Et donc, le disque, il va frotter différemment sur le sol, il va se propulser différemment entre la gauche et la droite. Et donc, il va tourner le disque. Et donc, en fait, on va sentir un couple sur ce disque. Et si le disque tourne, ça veut dire que la flèche N va tourner. Et on peut montrer que la flèche N va tourner et va se réorienter vers la vitesse. Résultant de ça, le disque rebondit. Il a envie de repartir dans la direction de sa vitesse, mais en même temps, il sent la flèche N qui est son moteur qui lui dit « oui, mais il faut aller par là ». Et de ceci va résulter un compromis et il va s'en aller dans une certaine direction qui est, disons, celle-là. Alors, pourquoi toute cette explication, me direz-vous? Mais parce qu'ici, regardez, le disque, quand il est arrivé contre le mur avec un angle d'entrée qui est celui-là, qui est très grand. Disons que cet angle ici, il vaut presque 45 degrés. Et ici, à cause de ce mécanisme, quand il s'en va, vous voyez que l'angle qu'il fait avec le mur, là, il est beaucoup plus petit. Il fait plutôt 30 degrés. Et donc, on découvre que le disque s'est aligné avec le mur, alors que c'est un disque qui, a priori, il n'a pas vraiment de raison de s'aligner, ce n'est pas un corps allongé. Et donc, il y a une propriété d'auto-alignement du disque du fait de sa fabrication, du fait de sa morphologie. Et c'est cette propriété d'auto-alignement qui fait que quand le disque se collisionne avec ses petits camarades, en fait, c'est un peu comme quand il se collisionne avec le mur, il se collisionne avec plein de petits murs, et à chaque collision, il s'aligne un petit peu avec eux, et c'est ces alignements successifs qui conduisent au mouvement collectif qu'on a observé. Alors, ce qui est assez remarquable, c'est que tout à l'heure, je vous ai introduit un deuxième acteur. Le deuxième acteur, c'est le Higgs-bug. Alors, ce Higgs-bug, eh bien, figurez-vous qu'il a la même propriété. Et en fait, de façon générale, les marcheurs vont en général avoir cette propriété d'auto-alignement, d'alignement de l'orientation sur le déplacement. Une façon de voir ça, c'est de mettre notre petit Higgs-bug sur un plan incliné. Alors, je le mets sur un plan incliné. S'il n'avait pas cette propriété d'auto-alignement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'un côté, il a un moteur qui le propulse vers l'avant. De l'autre côté, il a la gravité qui le fait descendre. Eh bien, il n'est pas sorcier d'imaginer qu'il va avoir un déplacement qui ressemble à ça, c'est-à-dire celui d'un skieur qui n'ose pas vraiment affronter la pente. Voyons voir ce que fait maintenant notre petit Higgs-bug quand je l'allume et que je le mets en marche. Eh bien, ce que je constate, c'est qu'il tourne. Il n'a pas peur de la pente. Et s'il tourne, ça veut dire qu'il a une capacité de s'aligner sur le déplacement qui lui est imposé par la gravité. Attends, Olivier, là, tu leur montres l'alignement sur le déplacement, alors qu'on peut, avec ce plan incliné, alors qu'on peut le faire avec un vrai déplacement. Peut-être que la caméra peut venir me voir maintenant. Donc, après cet effet de mise en scène magistral, je disais à Olivier qu'on peut illustrer le mécanisme dont il mentionnait sur le plan incliné avec un vrai déplacement. Et donc ici, je vais imposer un déplacement au Higgs-bug et vous montrer que ce dernier va s'orienter sur le déplacement que je lui impose. Donc attention, on regarde ici l'orientation du Higgs-bug, qui est notre autre que la direction principale de son corps. Donc si je fais un mouvement de carré, par exemple, vous remarquez que le corps du Higgs-bug, qui est la direction dans laquelle il pousse, s'aligne sur la direction dans laquelle je le déplace. Donc ici, vous avez une illustration assez visuelle du fait que le Higgs-bug s'aligne sur son déplacement, qui était l'ingrédient à l'origine du mouvement collectif que l'on a observé chez les grands marcheurs. Donc, continuons notre voyage dans l'étude de ces systèmes qui sont composés de particules dotées de moteurs, ce qu'on appelle plus communément les systèmes actifs. Et intéressons-nous maintenant au cas où on va éviter d'avoir des collisions. Les collisions, on l'a regardé, ça donne lieu à des mouvements collectifs. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder ce qui se passe parce que ces particules actives, ces Higgs-bugs, sont connectés par des ressorts. Et donc ici, l'interaction entre les particules ne sera médiée que par les ressorts de cette structure. Pour les plus connaisseurs d'entre vous, ici, on est en train de passer du liquide actif vers le solide actif.
Donc, je vous propose maintenant de faire l'expérience et de regarder ce qui se passe lorsque je mets mes petits robots à l'intérieur de ce réseau de ressorts avec des petits Xbugs. C'est un peu compliqué. Parfait. Donc, vous voyez que spontanément, les petits Xbugs vont se mettre à avancer dans la même direction. C'est un phénomène qui est complètement émergent, qui, comme chez les grands marcheurs, arrive sans qu'aucun leader ne guide la direction dans laquelle ils doivent aller. Et vous voyez qu'on observe encore un régime de translation. Alors, on peut aussi mettre le système en rotation en lui donnant la bonne condition initiale. Et vous voyez ici que le système va se mettre à tourner un peu comme vous voyez tout à l'heure avec les grands marcheurs. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? Donc là, Nicolas vient de bloquer une des particules du réseau. Et là, vous voyez qu'un comportement bien différent vient d'apparaître. Ici, ce n'est plus un comportement de translation ni de rotation, parce que Nicolas empêche ce comportement en bloquant le point avec sa main. Et donc, on a un comportement que nous, on a appelé de l'actuation collective. Non, mais Nicolas, il fait toujours des choses trop compliquées tout de suite. Revenons à une question plus simple, qui est la question de un Xbug. Je prends un Xbug et je retiens l'idée de Nicolas de le bloquer. Alors, je vais avoir 3 endroits où mon réseau élastique est bloqué et je n'ai qu'un endroit de libre. Et j'y mets mon Xbug. Que fait-il? Et bien là, la surprise, c'est qu'on voit que le Xbug se met à tourner, à orbiter autour de la position d'équilibre des ressorts, qui aurait été la position centrale, et acquiert donc un régime dynamique absolument non trivial. Mais ça, c'est un Xbug. Et donc maintenant, on peut revenir à la question un peu plus compliquée qui est: et si on accrochait plein de petits Xbugs comme ça, un peu comme si vous étiez à la plage et que vous teniez tous un élastique et qu'on vous demandait de bouger dans la direction qui vous convient le mieux. Alors, Paul va vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, je vais venir récupérer le micro. Merci. Et donc, on va partir donc sur une nouvelle expérience que je vais vous présenter comme tout à l'heure. On va commencer par les bases. Donc ici, on a une grande cage dans laquelle on va avoir une expérience avec les Xbugs, ce qui va se passer. Ici, vous pouvez voir la structure sur laquelle on va travailler, qui est une structure d'un réseau de ressorts. Et vous voyez qu'on retrouve les mêmes petites cages que je vous ai présentées tout à l'heure, dans lesquelles on peut glisser les Xbugs et donc les faire avoir une interaction tous ensemble à l'aide de ce réseau de ressorts. Cette expérience va être filmée, comme vous voyez tout en haut, par une caméra qui est collée au plafond. Alors, on arrive à la discerner. Et cette caméra vous permettra, pendant que je suis en train de mettre en place l'expérience, de visualiser ce qui se passe sur l'ordinateur qui se trouve à ma gauche. Donc, c'est parti. Vous allez pouvoir me regarder en train d'installer l'expérience. Donc, encore une fois, ça sera plus visuel qu'auditif. Et puis, je reviens avec vous tout de suite. C'est plus loin. Non, c'est plus toutes les que tu veux. Je suis de retour avec vous. L'expérience est montée, donc tous les Xbugs ont été installés dans le dispositif. Et comme vous voyez, on observe un petit peu comme tout à l'heure une oscillation spontanée de toutes ces particules. Elles se mettent toutes à tourner autour de leur position d'équilibre dans le réseau élastique. Et c'est peut-être la chose la plus importante à regarder ici, et ce de manière synchronisée. Toutes les particules se mettent à tourner en même temps. Et c'est ça le phénomène qui est émergent ici, c'est cette synchronisation et cette rotation spontanée. Et donc, c'est ce genre de comportement qu'on étudie au laboratoire avec ces Xbugs. Donc maintenant, je vais pouvoir passer le relais à Nicolas, après cette série d'expériences sur les comportements émergents. Et maintenant, nous allons regarder ce qui se passe quand on ajoute un petit peu de programmation dans ce genre de comportement. Merci. Donc, alors moi, je ne suis pas physicien, je suis informaticien, je m'intéresse à la robotique en essaim. C'est-à-dire qu'on essaye de programmer des robots afin qu'ils accomplissent des tâches qui sont fixées par les superviseurs humains. Alors, on va utiliser beaucoup de robots qui vont avoir des capacités de calcul qui vont être relativement limitées, qui vont avoir des comportements finalement assez simples au niveau individuel, qui vont
pouvoir percevoir leur environnement et agir sur cet environnement, principalement en bougeant. Et ce qu'on utilise comme robot, ce sont, donc, comme l'avait expliqué Olivier au tout début, donc des robots comme ce robot-là. Donc ça, c'est un robot Kilobot qui a été développé à l'université de Harvard par l'équipe de Radhika Nagpal. Moi, je vais aussi mettre le micro. Et voilà. Et ce robot, en fait, si vous le regardez, alors c'est un robot qui à fabriquer coûte environ 15-20 $. Et il est vraiment très, très simple. Vous avez en fait la majeure partie du robot qui est occupée par une pile bouton, hein, c'est très classique, sur lesquels en fait sont fixés 2 moteurs qui correspondent, alors ce n'est pas exactement la même forme, mais c'est le genre de moteur qu'il y a dans votre téléphone portable pour le faire vibrer quand on vous appelle. Et en dessous, vous avez, alors vous ne le verrez pas ici, mais il y a une carte électronique qui est relativement simple. Et ici, en fait, il y a un capteur émetteur infrarouge. Et grâce à ce capteur émetteur, en fait, ce robot peut communiquer avec d'autres robots qui sont à côté de lui. Alors, si vous prenez le robot comme ça, en fait, la communication, elle se fait à 1 ou 2 diamètres du robot, donc vraiment pas très, très loin. Et en plus de ça, ces vibreurs qui sont sur ce robot, en fait, font vibrer l'ensemble du corps du robot et le font trembler sur ces petites pattes, ces 3 petites pattes que vous voyez là. Et si les 2 moteurs en fait, sont actifs en même temps, le robot va avancer. Si seulement ce moteur-là est actif, alors le robot va tourner vers la droite et vers la gauche si c'est l'autre robot qui est actif. Alors moi, quand je vois des expériences comme celle qu'on vient de voir, bien sûr, je me dis, mais en fait, on voit déjà qu'avec des robots qui nous paraissent, pour nous, informaticiens, très, très simples, on peut déjà faire, en fait, a priori, des choses complexes, puisque mes collègues physiciens peuvent, eux, faire des choses complexes avec des sortes de brosses à dents qu'on équipe avec des moteurs, voire même avec des robots qui n'ont même pas de moteur. En fait, ce ne sont pas des robots, ce qu'ils utilisent. Et moi, j'y vois, là, en fait, quelque chose qui déjà préfigure nos robots très, très simples. Et la question qu'on va se poser, donc avec Jérémy, entre autres, mais aussi avec les autres personnes de l'ISIR, c'est comment est-ce qu'on pourrait exploiter ces particularités, ces comportements qu'on a gratuitement grâce à la physique dans nos essaims de robots. Et comment aussi est-ce qu'on va pouvoir programmer nos robots qui ont un microprocesseur, même s'il est extrêmement simple, pour moduler et exploiter en fait ces comportements qui sont offerts par la physique. Alors pour ça, en fait, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre ce robot qui est très simple. Je vais le passer à Jérémy qui va nous faire une démonstration de son comportement vraiment de base. Donc, de regarder à quel point ce robot est capable, par exemple, de se déplacer en ligne droite. Alors, tiens, Jérémy. Je vais récupérer le micro, l'écouter en enlevant mon masque. Merci. J'équipe rapidement le micro. Donc, comme vous l'a dit Nicolas, les robots qu'on utilise sont très simples. Et en fait, le premier contre-coup à ça, c'est que du fait de leur simplicité, ils répondent difficilement à des commandes qui sont simples, comme par exemple « va tout droit », bien tourne sur la gauche ou tourne sur la droite, du fait de leur mode de locomotion qui est la vibration sur le sol. Donc, je vais vous l'illustrer immédiatement. Je vais demander à un robot d'allumer ses moteurs gauche et droite à la même fréquence, ce qui devrait le pousser à avancer droit. Vous allez voir qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. Si on vient regarder le mouvement du robot sur la table, on voit que je lui demande d'avancer tout droit. Et en fait, il va de côté. Il va de côté et sa trajectoire est vraiment très erratique et pas du tout lisse. Et on voit bien qu'avec ce genre de robot, on aura du mal à établir des comportements qu'on pourra tout à fait contrôler. Donc, la première chose qu'on décide de faire pour pouvoir contrôler au mieux ces robots, c'est de leur construire de petits exosquelettes, c'est-à-dire des armures, comme je vais vous présenter ici, dans lesquelles on va pouvoir encapsuler donc, les robots. Ici, vous pouvez en voir 2 types. Donc, il y a un type où il y a des pattes recourbées à l'avant et une patte rigide à l'arrière, ou bien le type contraire où on a des pattes souples qui sont à l'arrière et une patte rigide qui est à l'avant. Et vous allez voir qu'en fait, en modulant la forme de l'exosquelette dans lequel on les enchâsse, on peut construire des dynamiques qui sont tout à fait différentes. Donc, si par exemple, on vient prendre celui qui a des pattes souples à l'arrière et le mettre de nouveau sur le plan incliné, de même qu'on a fait avec l'Xbug tout à l'heure, eh bien, on peut voir qu'on retrouve le même genre de comportement où il s'aligne avec la force qui lui est imposée, c'est-à-dire la gravité. Mais je vous ai parlé donc du second exosquelette, qui est un peu l'opposé, où les pattes souples sont à l'avant. Et là, on découvre quelque chose de surprenant, c'est que celui-ci, lorsqu'il est soumis à la gravité, eh bien, il tente de remonter la pente. Donc, celui-ci est un peu faiblard,
peut-être qu'on peut l'augmenter un petit peu, ce sera plus clair. Hop. Donc, on va avoir un comportement qui est l'opposé de celui du Xbug. Notre petit robot. Hop. Remonte la gravité de la pente sur laquelle il est placé. Et en fait, c'est même encore plus fort que ça, car si on essaie de le placer en équilibre sur une planche amovible, du fait qu'il essaie de combattre la gravité, on pourra obtenir un comportement où, par sa forme seule, le robot est capable de se stabiliser et de ne pas tomber sur une plaque qui est amovible. Alors, c'est peut-être très abstrait, mais le dispositif expérimental est juste derrière moi. Donc, je vous y emmène tout de suite. Donc, vous voyez, nous avons ici une plaque en bois qui n'a qu'un seul point de contact et qui peut se déplacer. Et puisque notre robot essaie constamment de remonter la gravité à laquelle il est soumis, eh bien, si on le place sur cette plaque, il va remonter, faire basculer la plaque dans l'autre sens et tourner en conséquence. Bon. Là, il tourne, la plaque tombe, et en essayant de remonter la gravité, il finit par se recentrer et se stabiliser seulement grâce à la forme de son exosquelette. Et en fait, on peut montrer que ce lien est donc très très important entre la morphologie du robot qu'on est en train de manipuler et les comportements qu'il peut avoir. Donc sur ce point-là, on a décidé donc de designer d'autres exosquelettes que Nicolas va aller nous présenter de ce côté-ci. Hop, transition micro. Merci. Donc, effectivement, en fait, en observant qu'en fabriquant certains exosquelettes, on peut déjà observer qu'on peut améliorer ces robots kilobots initiaux et leur donner des comportements en fait sans aucune intelligence. Déjà, on leur demande simplement d'aller tout droit et de voir que selon l'exosquelette qu'on utilise, on va remonter une pente ou descendre la pente. En fait, on s'est posé la question de comment construire, comment en fait essayer déjà de concevoir un exosquelette qui va nous permettre de gagner un petit peu sur ces robots initialement prévus pour nos expériences. Et pour cela, en fait, on a développé donc un robot que vous voyez là. Alors là, vous retrouvez en fait le kilobot qu'on avait vu tout à l'heure avec ses vibreurs, avec ses piles. Et vous le voyez, il est enchâssé donc dans un exosquelette qui est imprimé en 3D, sous lequel on a tout simplement collé des brosses à dents. Alors, c'est des brosses à dents qui rappellent justement ce que vous a montré précédemment, et qui sont en fait avec des petites brosses qui sont légèrement inclinées. Alors, ce sont des brosses à dents qu'on achète simplement dans le commerce, qu'ensuite on va tordre un petit peu, de manière à un petit peu incliner cette brosse, de manière à ce que ça aille un petit peu, enfin qu'on espère que ça aille dans une certaine direction. Et ces robots, en fait, on va observer qu'ils gagnent principalement en vitesse par rapport aux robots initiaux. Alors, on va faire ce test maintenant en le mettant dans l'arène. Alors, si tu peux juste le fonctionnaliser. Alors, pendant ce temps-là, je vais vous présenter l'arène. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cette expérience de cet environnement, alors qui est en fait assez sombre parce que c'est une arène équipée pour les robots et pour faire nos expériences. Qu'on a équipé avec un certain nombre de choses. Alors, en haut, il y a une caméra. C'est un petit peu comme l'arène que vous avez vue tout à l'heure. Et qui va nous permettre en fait de contrôler l'environnement dans lequel on met nos robots. Alors là, ce que je vous montre, en fait, c'est un robot donc, qui est activé. Il est censé aller dans cette direction-là. Et effectivement, il va dans la direction avec une certaine diffusion, c'est-à-dire avec une petite variation. Et là, on vient déjà d'observer quelque chose qui est très intéressant. C'est que ce robot, comme précédemment, il va simplement tout droit. Alors là, quand il se retrouve bloqué sur un mur, en l'occurrence, il ne reste pas bloqué sur le mur. Vous le voyez, il oscille. Et au bout d'un certain temps, il arrive à s'échapper en fait, de l'endroit où il était bloqué. Alors, soit en suivant un mur, soit, comme tout à l'heure, on l'a pu le voir, en rebondissant sur le mur, en oscillant, et en rapportant dans une direction différente. Alors, je n'ai même pas besoin de le toucher, je vais le laisser faire comme ça. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on n'a pas encore vraiment programmé ce robot, ou plutôt on l'a programmé de manière extrêmement basique. Il va simplement tout droit, mais grâce à sa morphologie, grâce à sa réaction lors des collisions, en fait, il va accomplir quelque chose qui n'est pas forcément trivial à faire quand on veut le programmer, c'est-à-dire là, faire de l'évitement d'obstacles et se sortir d'endroits comme ça qui sont assez typiquement difficiles à éviter. Donc, les coins comme ça sur les arènes, c'est quelque chose qui n'est pas forcément extrêmement simple de programmer un robot pour qu'il l'évite.
Donc là, vous voyez, on a encore une fois la morphologie, les interactions physiques, quelque chose qui vient du côté physique du robot, qui nous simplifie énormément la tâche. On n'a pas eu besoin de programmer ce comportement. Alors, on va vous montrer d'autres types d'expériences. Alors, cette fois, on va utiliser les robots qui sont déjà dans cette arène, là que vous voyez clignoter en vert, qui sont simplement en attente d'un programme. Alors, je vais voir avec Jérémy, j'ai récupéré notre petit robot ici. Et donc là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons... Alors voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette petite douche, on appelle ça, qui en fait un dispositif qui va envoyer un signal infrarouge, qui va, comme Jérémy vient de le dire, nous permettre de téléverser un programme dans l'ensemble de ces robots. Alors, je vais laisser cette douche à proximité des robots, là vous voyez quand c'est bleu, ça veut dire qu'il attend le programme. Quand il clignote en bleu-vert, ça veut dire qu'il y a tout un programme qui est en train de passer de cette partie-là, qui est connecté à l'ordinateur, hein, où il y a un programme qui a été développé par Jérémy. Et là, quand on clignote en vert comme ça, c'est donc le robot a fini sa programmation. On va le refaire ici. Et ce qu'on va observer en fait ici, c'est un comportement où les robots vont faire ce qu'on appelle un run and tumble. Le run and tumble, c'est un comportement qui se découpe en deux phases. Une première phase où le robot se déplace en ligne droite, et une deuxième phase où le robot s'arrête et tourne sur lui-même pour prendre une nouvelle direction et repart dans cette direction. Alors, il va alterner la phase de run et de tumble. Vous allez voir, en fait, quand les robots en fait, ont une lumière allumée qui est bleue, ça signifie que le robot va en ligne droite. Et quand il est rouge, ça veut dire qu'il tourne sur lui-même, qu'il est en phase de tumble. Et donc là, on va le lancer. Donc là, je vais envoyer un signal en fait, avec ces murs qui sont fonctionnalisés. Là aussi, on a des lampes qui en fait, communiquent sur une fréquence qui est perçue par les robots. Donc là, on va les démarrer. Et là, on observe que les robots, ils font ce qu'on avait vu tout à l'heure quand on n'en avait mis qu'un seul. Hein. Ils se déplacent. Quand ils sont sur des murs, comme vous le voyez ici, eh bien, en fait, ils vont avoir des phénomènes d'oscillation. Ils vont changer de direction. Parfois, ils vont rester bloqués un certain temps. D'autres fois, ils vont se débloquer tout seuls. Là, il y a un petit paquet qui est bloqué, mais qui va se débloquer à un moment. Et encore une fois, ces robots sont extrêmement simples. Et grâce à leurs interactions avec l'environnement, en fait, finalement, on les voit se répartir dans l'environnement. Et tout ça, c'est donné vraiment gratuitement par la physique. Alors, il se trouve qu'en fait, là, ce qu'on voit, ce n'est pas juste un comportement de run and tumble, un comportement qu'on peut aussi retrouver dans les bactéries. Hein. Ce sont des comportements qu'on observe dans la nature, pas forcément exactement de la même manière, mais ce type de comportement est assez commun. Et en fait, là, ce qu'on a programmé, c'est un comportement qui fait du run and tumble à une certaine vitesse, mais quand il y a un spot de lumière, on va altérer le comportement automatiquement dans la programmation. On a une condition qui fait que la vitesse de déplacement des robots va être différente. Alors, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais bouger cette plaque qui est au plafond, vous avez peut-être vu précédemment, et en fait, je vais dévoiler une lampe qui est ici et qui va projeter, en fait, un cercle lumineux au niveau du sol. Et ces robots, en fait, ce qu'ils font, c'est que quand ils se trouvent dans ce cercle lumineux, quand ils détectent que la lumière dépasse une certaine intensité, donc il y a un seuil, il y a une réponse conditionnelle qui est que le robot va se déplacer plus lentement. Et là, en fait, c'est ce que vous voyez. En fait, quand le robot clignote en blanc, le robot en fait, va aller moins vite. Il va continuer à se déplacer, toujours faire un run and tumble, mais plus lentement. Et donc, ce qu'on voit, c'est que vous voyez, les robots vont rester plus longtemps à cet endroit-là. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à de la matière active, par rapport à ce qu'on a vu précédemment, c'est qu'on a une réponse qui dépend, une réponse comportementale qui va dépendre de la situation donnée. Et donc là, effectivement, on retrouve déjà cette combinaison entre ces aspects physiques qui nous permettent d'éviter des obstacles et une décision, une prise de décision explicite qui vient de la programmation. Alors maintenant, hein, je pourrais aussi cacher ça, et vous voyez, je change l'intensité lumineuse du robot, et lui, maintenant, va sortir de la zone de lumière simplement parce que je lui cache la lumière. Donc, il répond, encore une fois, conditionnellement par rapport à l'environnement. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, dans cette expérience, cette programmation, on l'a faite à la main. Mais quand on est dans une situation réelle, quand on déploie un essaim de robot dans une situation réelle, on n'a pas forcément la connaissance du seuil exact de lumière auquel il faudrait répondre pour s'arrêter quand on fait de la recherche de zones lumineuses. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de l'apprentissage. Donc nous, aussi, on s'intéresse
au développement d'algorithmes d'apprentissage. Comment est-ce qu'un ensemble, un essaim de robots comme ça, va pouvoir être programmé, ça c'est une première chose, mais comment est-ce qu'on va pouvoir les programmer à apprendre, de manière à apprendre justement à s'arrêter quand le seuil de lumière le plus élevé dans l'environnement a été atteint. Et ça, ce seuil, eh ben, on ne peut pas forcément toujours le régler à la main. Et pour ça, on a besoin d'algos d'apprentissage. Alors, ces algorithmes d'apprentissage, on n'a pas forcément le temps de vous les montrer ici, parce que ça prend beaucoup de temps. D'ailleurs, ces expériences, le fait d'avoir un essaim de robot qui s'arrête là où la lumière est la plus élevée, ce sont des expériences qu'on a pu faire dans notre collaboration, dans ce laboratoire. Mais ce qu'on va vous montrer, alors c'est des expériences qui prennent une demi-heure. Et ce qu'on va vous montrer, en fait, c'est l'essence, c'est comment fonctionnent ces algorithmes d'apprentissage. Alors, on va arrêter cette expérience et on va faire un petit jeu qui n'est pas forcément ce qu'on fait généralement quand on veut résoudre des tâches de robotique, mais qui va vous permettre de voir un petit peu l'idée qu'il y a derrière ces algorithmes-là. Alors, je vais réorganiser mes robots en deux groupes pour pouvoir les programmer. Et on va regarder, on va utiliser en fait une sorte de jeu où nos robots vont, on imagine, devoir tirer des tickets de tombola et trouver le ticket gagnant. Donc, ils vont faire plusieurs tirages et au bout d'un certain nombre de tirages, ils vont trouver par hasard ce ticket de tombola. C'est-à-dire que donc, chaque robot, vous allez les voir, tout à l'heure, ils vont clignoter en rouge. Et à chaque clignotement rouge, en gros, le robot tire un ticket de tombola. Alors, il m'en manque un, merci. Effectivement. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait mettre deux programmes différents. Sur ce groupe-là, donc là que Jérémy envoie un programme qui fait que chacun des robots de ce groupe va simplement faire un tirage, va prendre un ticket de tombola, et quand il est perdant, va continuer à clignoter en rouge, et quand il sera gagnant, va clignoter en blanc. Et chacun de ces robots va le faire. Chacun de ces 8 robots va, va suivre ce programme-là. Il y en a un qui ne veut pas se programmer, là. Ça arrive, voilà. Et sur ce deuxième groupe, qui est ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose. Chaque robot va faire un tirage d'un ticket de tombola et va continuer jusqu'au moment où il aura trouvé un ticket gagnant. Donc là, il va devenir blanc. La différence, c'est qu'on va on va exploiter la communication entre les robots. Ces robots, comme je vous l'avais dit, avec leur infrarouge, en fait, peuvent envoyer des messages les uns aux autres. Et enfin, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on programme une forme d'apprentissage social, où un robot, quand il a trouvé la solution, va simplement la diffuser à ses voisins. Alors, attendez, j'ai des petits problèmes pour parler à ces deux-là. Hop, encore un. Et voilà. Donc, je vais vous les réorganiser en ligne pour que vous voyez bien. Ça, ce sont ceux qui, en fait, de manière individuelle, essayent de trouver le ticket de tombola gagnant. Et derrière, on a ceux qui essayent de trouver le ticket de tombola, mais qui ensuite sont des petits robots sociaux, vont partager en fait leur découverte avec leurs voisins. Alors, évidemment, au début, le ticket de tombola, on le cherche au hasard. Alors, on va lancer l'expérience. Attention, donc là, je vais envoyer un signal qui va lancer l'expérience. Filmez bien donc ici. Donc, on va aller voir clignoter en rouge. Quand c'est blanc, le ticket de tombola a été trouvé. Donc là, vous voyez, ça clignote en rouge. Là, voilà, un blanc, c'est-à-dire ce robot a trouvé le ticket de tombola et très rapidement, vous avez vu toute la ligne, en fait, s'est allumée. Alors, ça a été celui-là, ça aurait pu être quelqu'un au milieu. Alors que là, en fait, ce qu'on observe, c'est voilà, celui-là vient de trouver le ticket de tombola. Mais comme, en fait, ils n'apprennent pas socialement, il n'y a pas eu de diffusion de cette découverte à ses voisins. Et ce groupe d'individus qui cherchent au hasard et ne partagent pas leur découverte va mettre beaucoup plus de temps, en fait, à découvrir quel est le bon numéro, à découvrir le numéro gagnant. Alors que là, comme on l'a vu, c'était très rapide. On va refaire l'expérience, vous allez voir. Oups. Je vais donc relancer l'expérience. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure. On va clignoter rouge le temps de la recherche et blanc quand c'est trouvé. Donc là, on voit donc des rouges aussi. Alors là, c'est la recherche au hasard, hein, c'est vraiment le pur hasard. Et voilà, là, on a un gagnant qui diffuse à ses voisins très rapidement. Et là, sur la première ligne, donc de ceux qui n'apprennent pas socialement, alors le hasard fait que on n'a encore rien trouvé, enfin aucun de ces robots n'a trouvé
la solution, voilà, en voilà un. Et comme tout à l'heure, on le voit, eh bien, même s'il a trouvé, en fait, on voit là un deuxième, mais il a trouvé indépendamment de celui-ci. Et en fait, on met à nouveau longtemps pour avoir toute une ligne qui serait allumée. Alors, on pourrait attendre, mais je vous propose de me croire sur parole et de continuer sur la prochaine et dernière expérience. Alors, le fait est que cette notion d'apprentissage social, là, elle est intéressante parce que ça permet en fait de diffuser une découverte très, très rapidement dans un essaim de robots. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va refaire en fait cette expérience en prenant nos robots sociaux, et on va juste changer un élément. Cet élément qu'on va changer, en fait, c'est qu'on va conditionner le fait que ce qu'on cherche, ce n'est pas un ticket de tombola, mais c'est de trouver le moyen de se déplacer. C'est que ces robots, ils ont plusieurs comportements qui sont préprogrammés, plein de comportements qui n'amènent à rien, qui ne sont pas efficaces pour faire bouger les robots, et un seul comportement qui permet de faire bouger le robot. Donc, il y a un peu le comportement gagnant, qui est le comportement où on tire le bon ticket. Merci. Donc là, je fais 2 groupes, c'est uniquement pour les programmer, mais en pratique, ils vont avoir le même programme. Donc là, comme précédemment, chaque robot va essayer de chercher, de chercher en fait quel est le comportement qui lui permet de bouger. Et quand il l'a trouvé, il va le diffuser à ses voisins. Et là, c'est la même chose. Les groupes sont strictement identiques. Donc, on va essayer, on va voir en fait l'effet de la diffusion, mais aussi l'effet maintenant du fait de bouger. Sachant qu'ils ne peuvent communiquer que quand ils sont côte à côte. Oui, n'oublions pas, comme Jérémy le dit, effectivement, l'essentiel, c'est que là, il n'y a pas d'orchestrateur, il n'y a pas de chef d'orchestre global qui nous dit quoi faire. Chaque robot ne parle qu'avec ses voisins. Je ne l'ai pas assez dit, et je vais le répéter là. Ces 2 robots peuvent parler, mais par exemple, celui-ci ne peut pas parler avec celui-là. Seuls ces 2 robots, parce qu'ils sont prêts, peuvent parler. Donc, c'est vraiment une diffusion, comme nous, humains, quand on parle. Et en fait, on va dire à notre voisin quelque chose et qui va le répéter à son voisin, etc. Alors, je vais organiser mes robots un petit peu. Alors, je vais les répartir dans l'environnement sans trop faire attention, ceci dit. Il n'est pas nécessaire d'avoir une organisation particulière. Et on va relancer cette expérience, donc, avec cet algorithme-là. Donc là, vous voyez, il y a cette phase de recherche. Et dès qu'il y en a un qui est blanc, donc vous allez le voir bouger. Et vous voyez, celui-ci qui a commencé à bouger a déjà diffusé son comportement, sa stratégie comportementale à plusieurs. C'est-à-dire que cette fois, même sans être au contact les uns des autres, comme ils bougent, en fait, on change les interactions possibles entre robots. Et en fait, très rapidement, vous voyez, l'intégralité de l'essaim a découvert, par diffusion ou par découverte pure, le comportement de mouvement. Alors, ici, moi je vais m'arrêter là, on va passer à la conclusion. Ce qui est intéressant pour nous, roboticiens de la robotique en essaim, c'est qu'on a toujours ces comportements qui sont quand même extrêmement basiques. On se contente d'aller tout droit ici. Et grâce à la physique, en fait, on a des comportements qui sont beaucoup plus complexes à observer. Ce n'est pas ce qu'on a programmé, il y a beaucoup plus que ce qu'on a programmé. Il y a une combinaison entre la partie programmée qui là est simplement de se déplacer une fois qu'on a trouvé comment se déplacer, et le fait d'éviter les obstacles, de se collisionner, de s'aligner, de repartir dans toutes les directions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut même observer ici des comportements qu'on n'avait pas forcément observés au préalable quand on étudiait ces robots en les programmant à la main. C'est-à-dire que ça permet de faire aussi une sorte de découverte des comportements inédits que nous donne la physique gratuitement. Alors nous, on y trouve ça. Maintenant, je me retourne vers mes collègues physiciens et je vous laisse compléter sur qu'est-ce que ça vous apporte. Donc, alors je ne sais pas ce que ça nous apporte directement, mais ce qui est certain, c'est que donc, dans ce que vous avez vu là, vous voyez, les robots ont quand même encore des comportements désordonnés. Vous n'avez pas vu de mouvements collectifs et de choses comme ça. Par contre, vous avez vu qu'ils étaient capables de s'arrêter dans la lumière. Donc, à l'inverse, les petites particules qu'on vous a montrées au début, les petits disques, étaient capables de mouvements collectifs parce que leur collision leur permettait de s'aligner du fait de cette propriété d'auto-alignement qu'on a bien vue, qui était présente chez les petits disques, chez les petits Xbugs, chez les petits robots que Jérémy vous a montré sur le plan incliné. Et donc, on peut se poser maintenant la question de est-ce qu'en alliant programmation et apprentissage et émergence, on ne peut pas avoir, par exemple, 1 millier de robots qui développent un mouvement collectif juste par les lois de la physique. Maintenant, ce mouvement collectif, une fois qu'il est mis en place, il a lieu, il va dans n'importe quelle direction, il est juste collectif. Il ne va jamais s'arrêter là où il y a de la lumière. La direction qu'il va prendre va être toujours aléatoire. Toutes les directions sont équivalentes dans l'espace.
Et donc, évidemment, on peut maintenant se dire, si on programmait, peut-être qu'on pourrait programmer la direction, peut-être qu'on pourrait avoir un mouvement collectif qui ralentit dans une certaine zone, qui commence à faire autre chose dans cette zone, qui éventuellement s'arrête, n'est plus un mouvement collectif, se remet à diffuser normalement comme les disques habituels dans une certaine zone. Et donc, on pourrait comme ça allier les propriétés de l'émergence sur une grande population qui sont très difficiles à programmer et la programmation qui permettrait, disons, en termes de physicien, on dirait de briser les symétries que la physique ne veut pas briser spontanément. Et que là, il y a besoin d'apprentissage ou il y a besoin de programmation pour réaliser ça. Voilà, donc de ce point de vue-là, en tout cas, du point de vue robotique en essaim, nous, ce qu'on imagine, c'est vraiment ce mariage des deux disciplines pour achever des tâches complexes à plusieurs. Voilà. Après, en quoi ça peut nous intéresser, nous, cette fois, en tant que physiciens, c'est que ces systèmes modèles, enfin, ces systèmes, on peut se demander comment on les modéliserait si on voulait les modéliser en tant que physicien. Les petits disques, on connaît, il y a les équations de Newton, il y a les collisions, et puis après, il n'y a plus qu'à. Alors, il n'y a plus qu'à peut être un peu compliqué, mais d'une certaine façon, on a les équations de base. Là, les robots communiquent avec des interactions qui ne sont pas des lois physiques, qui sont des communications sociales, et en particulier, par exemple, un exemple très simple, c'est que en physique, il y a une loi très forte qui s'appelle la loi de l'action-réaction. Si je pousse sur quelque chose, la chose pousse sur moi. Si je tire sur quelque chose, la chose tire sur moi. Les petits robots, on peut par exemple programmer que le robot A pousse le robot B et que le robot B, au lieu de pousser le robot A, il s'enfuit. Et donc, en fait, il tire le robot B. Et donc, ces interactions nouvelles sont des choses qu'on n'a jamais vraiment étudiées en physique et on peut se demander quels effets elles vont avoir, quel type de nouveaux mouvements collectifs, de nouveaux comportements collectifs elles peuvent induire. Et de nouveau, l'alliance entre programmation des interactions et émergence, cette fois, se pose dans d'autres termes, c'est-à-dire on programme les comportements microscopiques et on pourrait se poser la question de est-ce qu'il y a des nouvelles émergences. Voilà, donc il y a tout un dialogue, à mon avis, très riche qui peut s'instruire entre ces deux disciplines, la discipline, disons, de la programmation et la discipline, disons, de la physique statistique qui est la physique de l'émergence. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Remercier tout le monde, remercier Fabrice pour les vidéos, Mathéo pour l'organisation de ces conférences expérimentales, à qui je vais donner la parole pour le dernier mot. Maître Mathéo. Merci vraiment pour toutes ces expériences, vraiment une conférence très riche. Et on va donner plutôt la parole à notre public. Donc, c'est à vous, sur YouTube, sur Zoom, posez-nous vos questions que je vais lire et poser à nos conférenciers. Oui, on peut les voir aussi en direct. Il n'est pas timide. Question. Oui, Daniel Châtelain. Allô, vous m'entendez? Pourriez-vous donner au moins un exemple de l'approche théorique pour modéliser les effets collectifs? Oui, je pourrais vous donner un exemple. Alors, je vais supposer un certain bagage, mais on va faire les choses simplement quand même. Donc, on a vu que pour avoir ces mouvements collectifs, il faut deux ingrédients. Le premier ingrédient, c'est les objets que j'étudie se déplacent dans une direction qui leur est propre. Donc, j'ai pris deux Xbugs parce que c'est plus facile, on voit qu'ils ont un avant, un arrière. Donc, ces deux objets se déplacent. Deuxième ingrédient, on a vu qu'il fallait qu'ils s'alignent au moment des collisions. Ici, ce serait d'autant plus facilité que comme ils ont un corps allongé, ils vont avoir en effet tendance à s'aligner au moment de collision. Alors, quels sont les outils théoriques qu'on utilise pour modéliser ça? Eh bien, comme toujours en physique, on s'inspire de ce qu'on connaît. Donc, particules qui bougent, ça, c'est ce qu'on appelle en physique la physique des liquides. Dans un liquide, les molécules ou les atomes bougent dans tous les sens, ne font pas de mouvement collectif, mais on sait décrire, en utilisant la physique statistique, la dynamique des liquides, la statique des liquides. C'est
nous permet de comprendre comment les molécules s'organisent au sein d'un ici, la particularité, c'est que ces petites particules ont un avant, un arrière. Autrement dit, elles sont décrites par une petite flèche. Alors, est-ce qu'en physique, on a des systèmes où on a des petites flèches? Alors oui, on a des systèmes où on a des petites flèches. Des petites flèches qui s'orientent, ça pourrait même vous faire penser à quelque chose. Une petite flèche qui s'oriente, ça pourrait faire penser à une boussole. Et en physique, on a des systèmes qu'on appelle les systèmes magnétiques, où des petites flèches s'orientent sur le champ magnétique, mais s'orientent aussi sur le champ magnétique créé par une autre petite flèche magnétique. Et donc, on va avoir, deux petits aimants vont avoir tendance à s'aligner. Bon, alors, donc, on a maintenant deux choses différentes. On a d'un côté des liquides, de l'autre côté des petites flèches, comme dans le magnétisme. Et le magnétisme, ça concerne plutôt les solides. Mais on va essayer de mélanger un peu ces deux théories. Et donc, on va faire une sorte de théorie des liquides aimantables, et qui sont en plus autopropulsés, c'est-à-dire qu'en plus, la petite flèche, elle donne une orientation à la vitesse. Évidemment, ne serait pas le cas si je prenais juste un liquide de boussole. Et donc, en couplant ce genre de théorie, en faisant la physique statistique d'un liquide d'aimant dont les petites flèches sont les vitesses, on peut arriver à écrire l'équivalent des équations qui décrivent l'hydrodynamique des liquides pour nos systèmes de particules autopropulsées. Quand on fait ça, on s'aperçoit par exemple qu'en dessous d'une certaine densité de particules, les particules vont se comporter de façon complètement désordonnée, comme vous l'avez vu par exemple avec les robots qui n'étaient pas très denses dans l'arène. Il y avait quoi, 16 robots, je crois, dans cette arène et qui n'étaient pas très regroupés les uns avec les autres. Et dans ce régime-là, leur dynamique est désordonnée. C'est assez difficile de voir en quoi ils se distinguent d'un liquide ordinaire. À l'inverse, on peut montrer que quand on augmente la densité, donc en utilisant ces équations de l'hydrodynamique qu'on a dérivées en utilisant les outils que je vous ai présentés, eh bien, on peut montrer qu'au-delà d'une certaine densité, l'état désordonné n'est pas stable et va se déstabiliser en faveur d'un état avec un mouvement collectif. Et c'est pour ça que dans les expériences que Paul vous a montrées, on ne voit plus vraiment à l'écran, mais il y avait une densité assez élevée de particules pour permettre le mouvement collectif. Est-ce que ça répond à la question? J'espère que ça répond à la question. N'hésitez pas à préciser la question si vous voulez en savoir plus. Je pose moi une question. Imaginons dans les plus grands rêves qu'on arrive à avoir un nombre d'Avogadro de ces petits robots. Est-ce que donc toutes ces milliers de galaxies avec les milliards, est-ce qu'on s'attend à avoir de nouveaux états de la matière qu'on pourrait imaginer quelque sorte? Alors, d'une certaine façon, oui. Alors, on n'a pas forcément besoin, on sait que même dans la matière ordinaire, on n'a pas besoin du nombre d'Avogadro de molécules pour commencer déjà à avoir un système qui soit de la matière. Disons que si on en a quelques dizaines de milliers, centaines de milliers, ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, on peut déjà vraiment parler de matériaux. Donc, si on réfléchit à ces mouvements collectifs, ces mouvements collectifs, c'est quand même un liquide qui coule, qui transporte de la matière, alors qu'on n'a pas besoin de lui imposer une pression à l'extérieur. C'est comme si l'eau dans vos tuyaux se mettait spontanément à couler à partir de droite à gauche, sans avoir mis de pression pour qu'elle coule. Donc, de ce point de vue-là, c'est un nouvel état de la matière. De la même façon, ce que Paul vous a montré est peut-être une illustration encore plus forte de ça. Vous avez une structure qui est un cristal. Un cristal, c'est quand même le monde du repos, le monde où les choses ne coulent pas. Et en fait, on a pu montrer dans nos systèmes de grains marcheurs que si je prends les petits disques que vous avez vus et que je les tasse et que je les tasse et que je les tasse jusqu'à ce qu'on arrive à un état très, très, très dense, où tous les disques se touchent presque et forment un empilement d'oranges parfait les uns contre les autres sur une sorte de réseau triangulaire, comme le réseau d'élastique de Paul tout à l'heure, on a pu montrer qu'on avait une phase cristalline, ordonnée, où pour autant, toutes les particules bougent continuellement et forment un écoulement dans un cristal. C'est quelque chose de totalement impossible dans la matière ordinaire. Et donc, on peut imaginer, si on arrivait à faire ça avec un système non pas de quelques milliers de particules, mais de plus de particules, d'avoir un solide qui aurait des courants spontanés, par exemple, ou d'avoir un solide qui aurait des oscillations spontanées. Autant de choses qui sont évidemment impossibles dans la matière ordinaire. Oui, mais tout d'un coup,
on a l'impression de voir l'apparition de tout un tas de violations des principes qu'on connaît. Mais bon, dans les robots, on a un peu l'idée qu'on va puiser dans d'autres sources d'énergie, comme les piles, les moteurs et tout. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de similaire dans un système Alors, il faut effectivement rappeler naturel. que tous ces systèmes sont des systèmes, ce qu'on appelle portés hors équilibre. C'est-à-dire qu'il y a toujours un flux d'énergie à travers le système. Alors, c'est vrai dans tous les cas qu'on vous a présentés. Dans le cas du vibreur, le vibreur injecte de l'énergie aux particules. Dans le cas des X-Bugs, ils ont une pile. Dans le cas des robots, ils ont aussi des piles. Alors, vous allez me dire, oui, mais dans ce cas, ça ne peut pas être un matériau. Ce n'est pas si clair. Pensez par exemple aux tissus humains, aux cellules. Les cellules consomment de l'énergie en permanence. Et si vous regardez les tissus humains, il y a des expériences qui ont été faites, pas très loin d'ici, où on voit dans un ensemble de cellules bidimensionnelles exactement le type de mouvement que Paul vous a montré dans son système aujourd'hui. Et donc, les cellules ont un mouvement d'oscillation collective synchronisé. Et finalement, si vous pensez à ce que fait le cœur spontanément, à savoir à synchroniser l'ensemble de ces cellules pour fabriquer une pompe macroscopique, ce n'est pas très différent de ce qu'on vous a raconté aujourd'hui. En effet, en effet. On a donc une question sur YouTube d'Artem. Donc, pour les expériences sur les solides actifs, visuellement et naïvement, je vois une ressemblance avec les phonons dans les solides. Est-ce que vous utilisez des approches similaires à la théorie des groupes pour les analyser? Alors, c'est une très bonne question. Je vais essayer de la reformuler pour qu'elle soit compréhensible pour tout le monde. Donc, effectivement, vous avez vu qu'on est passé subrepticement de liquides actifs à des solides actifs. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Dans un liquide, les particules sont libres de se déplacer et de changer de voisins les uns et les autres. C'est un petit peu comme quand vous circulez dans un grand hall de gare. Vous n'êtes pas obligé de en permanence conserver les mêmes personnes autour de vous. Au contraire, d'ailleurs, vous essayez de vous faufiler et de changer de voisin régulièrement. Ça, c'est rigoureusement interdit dans un solide. La définition d'un solide, je dirais presque, c'est que les particules conservent en permanence les mêmes voisins, que ce soit dans une structure ordonnée, cristalline ou désordonnée. C'est pour ça qu'on utilise ces ressorts qui attachent les particules entre elles. Elles peuvent évidemment plus changer de voisin. Alors, à partir de ce moment-là, les symétries du réseau de ressorts qu'on a construit commencent à jouer un rôle très important. Dans un liquide, la seule symétrie qu'il y a, c'est le fait que toutes les orientations sont équivalentes. Dans le cristal, toutes les orientations ne sont plus équivalentes. Il y a certaines orientations qui sont celles du réseau qui vont jouer un rôle privilégié. En physique habituelle de la matière, on décrit ça par la théorie des groupes. Ça, c'est pour expliquer ce que c'est que la théorie des groupes. C'est la théorie des groupes de symétrie de la structure de la matière. Et en effet, nos expériences nous amènent à regarder de plus en plus les outils de ce qu'on appelle la matière condensée. La matière condensée, c'est la matière solide, la matière dure, pour essayer de les décrire. Et la prochaine étape, c'est en effet de regarder notamment les propriétés de propagation du son dans ce type de solide bizarre, solide actif, c'est-à-dire les phonons. C'est l'explication du deuxième mot dans la question. Et effectivement, essayer de voir quelles sont les propriétés de propagation du son dans un solide de ce type et qu'est-ce qui est possible. Et probablement des choses très différentes peuvent changer, vont apparaître du fait tout simplement de cette propriété d'alignement des particules sur le déplacement de matière qu'on impose. Voilà. Je pourrais en dire plus, mais ça deviendra un petit peu plus technique. Voilà, je vais m'arrêter là à l'instant pour cette question. J'ai aussi une autre question qui est donc assez fascinant. Là, vous explorez tout ça avec donc, de robots mécaniques, électroniques et tout. J'imagine que des études similaires peuvent se faire aussi en simulation directement. Est-ce que ça ouvre un monde différent? Est-ce que les deux approches se complètent? Alors là, je pense que tant Nicolas que moi pouvons répondre à cette question parce que les simulations jouent un rôle très important dans nos disciplines. Tout ce qu'on vous a raconté est né fondamentalement de cette compréhension de cette propriété d'alignement. Elle a joué un rôle très important dans tout ce qu'on vous a raconté aujourd'hui, les mouvements collectifs, les oscillations dans les solides, et même dans ce que font les petits robots et dans ce qu'on leur fait faire ensemble en dehors des exercices plus simples qu'on vous a montrés aujourd'hui. Le fait que les collisions permettent de l'alignement et pas joue un rôle important. Ça, si on l'a compris, c'est parce que très tôt, au moment où on a commencé à étudier ces disques,
on s'est rendu compte de cette propriété, on a réussi à la modéliser par un jeu d'équations relativement simple, qui nous ont permis, par exemple, de faire des simulations avec 10 000, 50 000, 100 000 petits disques, et qui nous ont permis de mettre vraiment en évidence le mouvement collectif. Parce que, par exemple, les expériences qu'on vous a montrées, on vous a dit qu'il y a du mouvement collectif, etc. C'est vrai, vous avez vu qu'il y avait des groupes qui avançaient plus ou moins ensemble. Mais le vrai mouvement collectif, ce serait tout le monde avance ensemble. Mais ça, tout le monde avance ensemble dans un container fermé, ce n'est pas possible, parce qu'on arrive vite au mur d'en face. Et donc, dans les simulations, on peut, par exemple, utiliser ce qu'on appelle des conditions limites périodiques. C'est-à-dire que quand on arrive au mur d'en face, eh bien, on est automatiquement réinjecté au mur dont on vient. Et donc, on a pu montrer qu'avec le petit modèle qui décrit très, très bien les expériences, si on prend des conditions limites périodiques, eh bien, toutes les particules finissent par avancer dans le même sens, ce qui est absolument impossible à mettre en évidence expérimentalement. Donc, les simulations jouent un rôle important quand on veut augmenter le nombre de particules. Là, c'est une expérience où il y a quelques milliers de particules au maximum. C'est déjà beaucoup, hein, c'est assez difficile en général l'expérience à 1000 particules. Vous voyez bien que les robots, on en est à quelques dizaines au maximum, que les petits Xbugs, c'est pareil, on est à quelques dizaines, donc quelques milliers, c'est difficile. Les théoriciens vous diront toujours, mais attention, quelques milliers, ce n'est pas de la matière. Donc, pouvoir faire des simulations avec 100 000, 1 million de particules, c'est essentiel. Les simulations permettent aussi de varier les paramètres de façon beaucoup plus facile que expérimentalement. Donc là, on les utilise aussi beaucoup. Et puis, du point de vue de la robotique, les simulations jouent un rôle vraiment clé. Alors, oui, elles jouent un rôle. Alors, il faut voir aussi que nous, moi, là, ce que je vous ai présenté, surtout à la fin, on parle d'apprentissage social. Ces algorithmes-là, on les étudie aussi, on étudie leur dynamique indépendamment de la physique des robots qu'on utilise. Ouais. Et en fait, il y a une chose qu'on appelle le passage au réel en robotique qui nous dit aussi qu'il y a certaines limites aux simulations, que quand on observe, nous, des dynamiques assez complexes avec beaucoup de robots, on se retrouve avec une certaine limite sur la modélisation. On n'est pas sur des systèmes qui sont aussi simples que les grands marcheurs, je suis désolé de le dire. Et donc, on est souvent très prudent avec la simulation et en même temps, c'est un outil très utile. Alors, je vous donne un exemple ici. Si on fait de l'apprentissage social, en fait, un moyen de le dire sous un autre nom, c'est qu'on fait de l'apprentissage distribué, en fait, l'apprentissage par renforcement qui est distribué parce qu'en fait, il y a qu'une petite partie de chaque programme, enfin, chaque robot comporte une petite partie du programme d'apprentissage et cet apprentissage est en ligne, il ne s'arrête jamais, il est en continu. Parce qu'en fait, on ne sait pas exactement quelles vont être les stratégies comportementales qui vont être utiles sur ce robot dans cet environnement-là pour la tâche qu'on doit réaliser. Néanmoins, on peut quand même étudier en simulation certaines limites de nos algorithmes. On va plutôt étudier est-ce que nos algorithmes sont capables de faire une division du travail, est-ce qu'on est capable d'avoir de la coopération entre individus, certains types de coopération qui sont assez difficiles à étudier avec nos robots parce qu'effectivement, comme le disait Olivier, on en a quelques dizaines, c'est difficile d'en mettre des milliers, c'est difficile d'avoir des environnements très complexes. Donc, ça nous permet d'avoir un outil pour faire une approche une étude plus théorique de la dynamique de nos algorithmes. Et ces simulations, elles peuvent être soit pseudo-réalistes, c'est-à-dire vraiment essayer de représenter quelle est la dynamique des robots, soit des simulations extrêmement abstraites qui s'apparentent plus à de la théorie des jeux évolutionnistes, par exemple, qui est un moyen d'étudier justement des dynamiques adaptatives comme on étudie ici. Une autre question pour Nicolas. Quel est le meilleur modèle robotique pour expliquer du coup les mouvements des bancs d'oiseaux qu'on a vu en début? Alors, je crois que ce n'est pas vraiment une question pour moi. Je connais l'embryon de réponse, bien sûr, mais je pense que je vais passer la parole à Olivier qui le décrira beaucoup mieux que moi. Alors, donc pour les groupements d'oiseaux, donc le modèle le plus, d'abord, en physique, il y a toujours deux sortes de modèles. Il y a les modèles, on va dire, génératifs, c'est-à-dire ceux qui sont les plus simples et qui contiennent déjà les ingrédients essentiels. Donc ça, il y a un modèle qui a été introduit en 1995 par Tamas Vicek et qui est vraiment ce modèle de petites flèches qui s'alignent et qui se déplacent dans la direction de la flèche. Et c'est d'ailleurs sur ce modèle-là que la théorie dont j'ai parlé tout à l'heure, des liquides aimantés actifs, a été développée. Évidemment, un oiseau, ce n'est pas une petite flèche, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça quand même. Et donc, il existe des modèles en particulier qui intègrent le fait que les oiseaux vont voir à une certaine distance,
vont voir uniquement vers l'avant, enfin en tout cas avec un certain angle de vue, que ceci va pouvoir dépendre éventuellement des types d'oiseaux. Et donc on va pouvoir se poser la question, et là on rentre sur des modèles qui se veulent plus réalistes. C'est un peu le même genre de problématique que celle que Nicolas évoquait en robotique. On peut avoir des modèles extrêmement caricaturaux qui permettent de comprendre les grands principes, et puis des modèles qui vont s'affiner de plus en plus précis et qui vont progressivement quitter le monde de la physique pour aller vers le monde de l'étude des oiseaux, avec des modèles qui vont inclure beaucoup de paramètres, y compris des paramètres cognitifs, etc. Le physicien a toujours une vision un peu réductionniste du monde. Il le simplifie, cherche les ingrédients minimaux. Nous, ce qu'on a montré, c'est qu'il était possible de faire du mouvement collectif en étant aussi stupide que des petits disques qui se collisionnent. Il est évident que chez les oiseaux, si on veut décrire des choses un peu plus fines dans ces mouvements d'oiseaux, il faut inclure des ingrédients supplémentaires. Et ça, il y a une équipe, notamment à Rome, autour de Andrea Cavagna et Irene Giardina, à laquelle a beaucoup contribué d'ailleurs Giorgio Parisi, notre Nobel de cette année, et qui, eux, étudient réellement ces systèmes d'oiseaux spécifiquement, ou aussi d'ailleurs des systèmes de moustiques plus récemment. Donc oui, pour rajouter quelque chose, effectivement, du côté informatique, une dizaine avant les travaux de Vitschack qui sont ancrés dans la physique statistique, il y a eu quelqu'un qui s'appelait Craig Reynolds qui travaillait pour Disney, pour la division de recherche de Disney, et qui se posait la question de savoir comment modéliser des comportements de foule réalistes pour en fait faire des êtres de synthèse qui se déplaceraient de manière réaliste dans les dessins animés de Walt Disney. Et ça, ce sont des modèles qui sont très informatiques, qui n'ont pas vraiment de fondement mathématique, mais qui déjà en fait arrivaient à bien simuler les comportements en fait de déplacement de flottes d'individus. Alors ça a été utilisé ensuite par la suite dans beaucoup de films que vous avez vus, genre Le Seigneur des Anneaux ou d'autres films comme ça, où l'outil, alors qui s'appelle Massive, je crois, s'inspire de loin en fait des travaux de Craig Reynolds. Alors parallèlement à ça aussi, un petit peu aussi entre ce qu'a pu faire Vitschack ou ce qu'a pu faire Craig Reynolds, il y a des gens du côté de l'éthologie comme Yann Cousin, enfin je pense aussi, qui ont étendu les modèles de Reynolds pour essayer de modéliser le comportement de ce qu'on appelle des boïdes, hein, le terme vient de Craig Reynolds, et qui là sont vraiment des modèles informatiques. Alors pareil, il y a là une sorte de fusion aussi d'échange qui a déjà été fait entre la physique statistique et la modélisation informatique qu'on appelle agent centré. D'ailleurs, Tamas Vitschack, qui à l'origine a fait ce travail du côté de la physique statistique, a plus récemment fait des travaux du côté des drones, donc de formation de drones qui sont capables de maintenir une certaine cohésion quand ils se déplacent dans des environnements extérieurs, qui est un petit peu justement aussi un lien fait entre la physique statistique et le côté robotique en essaim aérien. Ça m'envoie sur une toute petite dernière question, parce qu'on a parlé pas mal d'apprentissage, mais ça avait l'air d'être un apprentissage avec des règles qu'on donnait quand même, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a aussi dans les viseurs des apprentissages plus spontanés ou que seraient liés à l'intelligence artificielle? Oui, c'est une bonne question et merci de l'avoir posée parce que ça permet d'aller au-delà de ce qu'on a montré. En fait, ici, on a fait une démonstration à base de couleurs qu'on a énormément simplifié pour vous expliquer en fait l'essence de l'apprentissage social, vraiment du fait que l'apprentissage social, ce sont des individus qui font des innovations en apprenant individuellement, ce qu'on n'a pas vraiment montré ici, et ensuite qu'ils diffusent dans une population, et ça, c'est la composante sociale. Mais en réalité, derrière, on se rattrache totalement au domaine de l'apprentissage automatique, avec quand même une approche un petit peu particulière. On est dans un cadre qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. On essaye d'apprendre des comportements. Ces comportements-là, on les apprend aussi avec une diffusion dans une population. C'est donc un type d'apprentissage un contexte un peu particulier, mais derrière, en fait, ces comportements-là, pour les produire, on n'est pas juste sur des ensembles de règles simples. Ce qu'on utilise, pour parler un petit peu technique, ce sont des réseaux de neurones artificiels qui, en fait, sont paramétrés par des ensembles de poids, des paramètres, dont le réglage des paramètres va donner une fonction qui va réagir de manière différente selon les entrées sensorielles. Donc, selon les paramètres du réseau de neurones, dans une situation donnée, on va produire des réponses comportementales différentes. Et ça, c'est vraiment le cœur de ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, aujourd'hui le deep learning, qui utilise des très, très gros réseaux de neurones où, en fait, on essaye de trouver les paramètres de ces réseaux de neurones pour pour aborder des tâches qui peuvent être des classifications dans l'apprentissage supervisé ou des décisions comportementales dans l'apprentissage par renforcement. Alors,
On utilise ces mêmes formalismes-là, sauf que ces réseaux de neurones, en fait, sont souvent petits parce qu'ils sont embarqués sur des robots qui sont relativement simples, pour lesquels on a des temps d'apprentissage qui doivent être relativement courts. Mais derrière, on est totalement dans cette idée-là. Et les réseaux de neurones artificiels, c'est vraiment notre formalisme privilégié, même si dans notre cas, c'est souvent des réseaux de neurones avec quelques centaines de poids plutôt que quelques centaines de milliers, comme c'est souvent le cas dans le domaine de l'apprentissage profond actuel. Voilà, donc oui, c'est la même filiation. Si je peux juste ajouter un mot à ce sujet, donc en effet, donc nos petits robots sont beaucoup plus simples que Deep Blue, et donc on ne peut pas leur mettre dessus un réseau de neurones très profond et avec beaucoup de poids, une centaine de paramètres, tu disais, mais si on met un millier de petits robots avec une centaine de paramètres, on se retrouve avec un millier de réseaux de neurones qui échangent et qui sont connectés par la dynamique, et donc on se retrouve en fait avec un réseau de neurones avec une centaine de milliers de poids, dont l'architecture n'est pas statique et est contrôlée par la dynamique des communications entre les petits robots. Et donc ça donne une souplesse à la structure et à l'architecture du réseau qui permet éventuellement des apprentissages qui peuvent être soit plus rapides, soit différents de ce qu'on trouve dans le deep learning classique. Ça, c'est un premier commentaire. Le deuxième commentaire que je voudrais faire, histoire d'achever, de confusionner, si ce n'est pas encore suffisamment confusionnant, c'est que le deep learning, aujourd'hui, est profondément un grand sujet d'étude des gens de la physique statistique. Parce qu'on a un grand nombre de poids, et ce système finit par apprendre une certaine solution et à trouver une solution au problème qui lui est proposé, problème de distinguer les chats des chiens, des lapins, des chevaux, etc. Et cette solution, on utilise exactement les outils de la physique statistique de l'émergence. Autrement dit, la chose apprise est une sorte de propriété émergente de la dynamique du réseau de neurones. Et donc là, on voit que cette fois, la fusion entre ce qu'on a décrit comme étant tout à l'heure deux domaines qui se complétaient est totale. C'est-à-dire que presque l'apprentissage lui-même devient un problème d'émergence dont on a programmé les règles du jeu élémentaires, comme nous avons programmé les règles du jeu des petits marcheurs en leur mettant deux pattes. Et donc, vous voyez que ces deux domaines, finalement, sont de plus en plus entrelacés, y compris dans leur fondement. Je pense que vous étiez à chauffer un peu le public. On peut peut-être conclure sur cette question provocatoire. Est-ce qu'on étudie aussi les comportements d'individus qui résistent au mouvement collectif? Ah oui, alors j'ai pas la vidéo là. Deux exemples, deux commentaires par rapport à cette question. D'abord, donc, on a ces mouvements, par exemple, prenons l'exemple des mouvements collectifs dont on a beaucoup parlé, et du modèle de Vicek, tout le monde s'aligne, chaque fois qu'on se croise, on s'aligne, à la fin, tout le monde finit aligné. De ce point de vue-là, c'est pas très mystérieux. Si on regarde attentivement les expériences que Paul vous a montrées de grains marcheurs, donc on prend la caméra, on suit tous les petits disques, on regarde leur orientation, etc. La première chose qu'on constate, c'est que ça ne se comporte pas vraiment comme le modèle de Vicek. Il y a des petits disques qui continuent à aller dans le sens opposé au mouvement dansant pendant longtemps, anormalement longtemps. Pourquoi? Mais parce que les collisions qui permettent de s'aligner, c'est plutôt les collisions… Tu peux me tenir le micro 2 secondes? C'est plutôt les collisions où les deux particules arrivent comme ça. Ça va s'aligner. Mais une collision où les deux particules arrivent comme ça, eh bien, pendant un temps anormalement long, les deux vont rester opposés et en fait, ils ne vont pas s'aligner. Et donc, on voit déjà qu'il y a un niveau de simplification dans le modèle de Vicek qui n'est pas forcément complètement réaliste et qui peut avoir des conséquences. Ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est que oui, il y a des gens qui se posent par exemple la question, et ça, c'est ce qu'on appelle en gros la physique du désordre. C'est imaginons que 3% de la population ne s'aligne pas du tout. Est-ce que ça déstabilise complètement la structure alignée? Et si ce n'est pas 3%, est-ce que c'est 5%? Est-ce que c'est 10%? Donc, comment est-ce que si j'ai du désordre, c'est-à-dire des individus qui ont des règles différentes de la majorité, comment ce désordre va stabiliser ou déstabiliser la solution du système en l'absence de désordre? Donc, si vous voulez, il faut… Et là, on revient exactement à l'intitulé de ce qui a donné le prix Nobel à Parisi. Je pense que c'est une bonne façon de conclure. Fluctuation et désordre. Les fluctuations, c'est ce que vous avez vu, c'est le fait que les vibrations ont tendance à animer les particules d'un mouvement un petit peu erratique, malgré la petite flèche qui leur est donnée. Le désordre, c'est l'hétérogénéité parmi les composantes. Et la question, c'est,
dans quel cadre est-ce que la structure collective ordonnée va pouvoir exister? On se rend bien compte que s'il y a trop de fluctuations, elle ne va pas pouvoir tenir. On se rend bien compte que s'il y a trop de désordre, elle ne va pas pouvoir tenir. Mais on ne peut pas ramener le désordre simplement à des fluctuations et les fluctuations simplement à du désordre. Ce sont deux choses qui sont de nature en fait assez profondément différentes. Et c'est la compréhension de ces différences assez subtiles qui a valu quand même le prix Nobel à Giorgio Parisi cette année. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Merci vraiment à tous pour cette discussion très stimulante et pour toutes ces expériences, ces voyages. Et on donne rendez-vous au public à la prochaine conférence expérimentale qui sera donc le lundi 18h30, 13 décembre. Un grand retour en présentiel. Donc voilà, un rendez-vous qu'on vous donne à tous avec Gwendal Rivière et Marie Mazière de l'École normale de Paris, du laboratoire de météorologie dynamique, qui vont nous parler cette fois des événements climatiques extrêmes. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre des tempêtes qui sont en train de se passer pour enrichir notre connaissance sur les prévisions et sur la complexité, encore une fois, certainement. Donc, voilà, on vous dit à bientôt et on remercie encore le fonds SPCI qui nous aide dans l'organisation de ces conférences. À bientôt à tous. Au revoir tout le monde. Bonne soirée.